on est en juin 2024, les JO de Paris, ils approchent à grands pas, donc ce sera l'occasion de faire des médailles, de voir Teddy Riner en vrai participer à sa dernière grande compétition internationale avant sa retraite et d'assister surtout à un événement historique parce qu'en fait ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu de Jeux Olympiques à Paris, donc c'est absolument grandiose. L'heure elle était à être derrière le drapeau à fédérer les peuples, et ça dans une hypocrisie quand même assez risible en fait. Puisqu'on a par exemple Fabien Roussel qui a dit en mars dernier, je cite, j'aimerais que pendant les JO sur la planète, il y ait une trêve totale. Pas grève totale, oui, en effet, c'est Fabien Roussel. Une trêve totale, que pendant les JO. On met fin à la guerre en Ukraine, au massacre en Palestine, à la colonisation en Kanaki, pendant les JO seulement. C'est un peu étrange, pendant que Sophie Binet, qui est secrétaire générale de la CGT, lui dit que la CGT ne va pas s'amuser à gâcher la fête des Français. Fête des Français, vraiment. Mais en fait, qui est-ce qui désigne derrière ces termes? Parce que qui peut s'acheter des places pour les Jeux en fait? Le comité olympique nous dit que des billets dans tous les sports sont disponibles à partir de 24 euros. Et la moitié des billets à 50 euros. Et c'est un truc vraiment observable, par exemple dans la voile. Tous les billets sont à 24 euros. Et aussi dans les enceintes à forte jauge comme le football, le rugby, le hand. Sauf que bon, le football, le rugby, le hand, le JO, c'est pas hyper prestigieux. C'est plutôt les Coupes du Monde qui le sont. Et en fait, dès qu'on va dans des compétitions où en fait, la demande est basse, où c'est extrêmement prisé, comme l'athlétisme, on est plutôt à 300, 400 euros. C'est à partir de 385 euros pour une finale d'athlétisme aux Jeux Olympiques, ce qui est à peu près un tiers de SMIC, quoi. Le prix des logements aussi est exorbitant, même s'il est de moins en moins, puisqu'en fait, on a vu plein de propriétaires virer leurs locataires pour pouvoir louer pendant les JO. Il y a un an, le prix moyen pour la nuit, était de 1023 euros. Aujourd'hui, c'est 436 euros, qui est une baisse de 57%. Même s'il y a eu une grosse baisse, c'est que en fait, les propriétaires sont un peu fait avoir, le prix est toujours exorbitant. On a aussi des tickets de métro à 4 euros et des tickets de bus à 5 euros. Mais attention, pour les tickets de bus, il faudra en acheter deux et un sera déchiré par le conducteur. Parce que oui, en fait, dans la gestion catastrophique, il y a beaucoup de choses à dire, comme par exemple l'expulsion des étudiants des logements tous. Ceux qui n'ont pas les moyens de partir de Paris, en fait, ils sont à la rue, puis on leur donne 100 balles et un mars, grosso modo. La gestion catastrophique, bon, en France, on la connaît, pas en France, mais par exemple, rappelez-vous de la finale de la Ligue des Champions qui avait eu lieu à Paris, où en fait, il y avait eu un flux très important de supporters, que la police et toute la sécurité du stade n'avaient pas su gérer. On avait gazé des familles, matraqué des gens. Darmanin avait osé dire qu'en fait, 30 000 supporters anglais avaient voulu rentrer dans le stade avec des fumées. Genre, vraiment, mec, je crois que ça va passer. Mais en fait, des problèmes, on est quasi sûr qu'il y en aura. Il y aura des problèmes de transport sur la majorité des lignes. Pas mal de stations fermées. Enfin, rappelez-vous la liste interminable qu'avait donnée Valérie Pécresse. Alors, aucune ligne ne sera impactée sauf la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bref, à peu près toutes les lignes finalement. D'ailleurs, il y a une application que vous pouvez installer sur votre smartphone qui vous informera sur l'affluence pendant les JO au niveau des transports en commun. Donc ça va être tout en rouge. Il y a plusieurs couleurs, il y a vert, orange. Et la couleur rouge, en fait, ça veut dire que vous devrez attendre au moins 15 minutes pour accéder au quai. Ce qui est quand même assez important, quoi. Comment font les gens qui vont travailler pendant les JO? Parce que tout le monde n'a pas les moyens de partir de Paris ou d'Île-de-France pendant les JO. Et en plus de ça, il y a des gens qui, même s'ils ont les moyens, ils font des métiers indispensables, quoi. Les aides-soignants, les infirmiers, ils ne peuvent pas se permettre de partir parce qu'ils ne peuvent pas poser leurs vacances quand ils le veulent. D'ailleurs, il y a aussi un périmètre de sécurité autour des sites. Alors, il y a plusieurs zones. En gros, il y a les sites en eux-mêmes où il faudra un billet. Il y a les zones grises un peu autour des sites où il faudra se faire fouiller. Et il y a encore des autres zones où il faudra demander des laissez-passer à la préfecture à base de justificatifs par-ci et par-là. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais bon, la gestion, c'est vrai qu'elle est à revoir. Puis finalement, les JO, c'est quand même vachement le reflet de la société. La préfecture de la Seine-Saint-Denis parle d'envoyer les jeunes de Seine-Saint-Denis, donc de banlieue, en colonie vacances, pile pendant les Jeux Olympiques. C'est un peu bizarre quand même de les envoyer en colonie de vacances pile pendant les Jeux Olympiques. Pourquoi est-ce qu'on leur propose des colonies de vacances tous les ans? C'est peut-être pour éloigner les jeunes de banlieues défavorisées, racisées de Paris, pour ne montrer à Paris que des blancs, bourgeois, bien habillés. On a aussi la construction en express d'un village olympique. Alors qu'il y a quand même 3 millions de gens en France qui sont sans abri. Près de 3 millions, un peu moins de 3 millions, et attention, c'est plus de 3 millions de logements qui sont vides. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de construire un village olympique alors qu'on
ne reloge même pas les SDF, et alors qu'en fait, il n'y a même pas besoin de construire ce village olympique. Et il y a évidemment un recours à l'exploitation qui est massif. En fait, on compte 45 000 personnes qui sont bénévoles. Ils sont pas payés, on leur rembourse, on leur compte leur repas et leur ticket de métro, mais on ne les loge pas. Et bon, ils sont quand même gentils. Hein. Il y a 3000 personnes en situation de handicap qui ont été sélectionnées. Ils sont quand même super ouverts d'esprit. Puis une parité homme-femme totalement respectée. C'est du 50-50. Mais bon, c'est dire que ça devait être super compliqué de faire la sélection parmi 300 000 candidatures. Puis ça devait être tellement long pour les services de renseignement qui étaient touchés que franchement, chapeau. Bravo à eux. Mais bon, la question la plus importante, c'est quand même si Bardella est Premier ministre, Aya Nakamura, à la cérémonie, comment on fait? Est-ce qu'elle pourra chanter? Parce que ici, bon, c'est quand même pas le marché de Bamako, quoi. C'est quoi? Comment on fait? Est-ce qu'on accepte que ce soit le marché de Bamako, comme ils disent? Bon. Non, enfin, plus sérieusement, on va voir comment est né le sport spectacle. Donc, le sport moderne, en fait, depuis le 19e. On va s'interroger sur la façon dont les capitalistes ont façonné le sport pour qu'il devienne un domaine extrêmement profitable. On va voir à quel point il a été un outil qui a permis de fédérer les populations derrière les drapeaux, de faire émerger des idées nationalistes, mais aussi méritocratiques, parce que derrière toutes les paillettes que nous offre le sport en tant que sportif, en tant que consommateur, il y a de l'exploitation, il y a tout un tas de violences qui sont faites dans de la société dans laquelle on vit. Parce que bon là, un événement d'une aussi grande envergure, qui prévoit d'ailleurs de retrouver économique qui est sous-estimée entre 5 et 10 milliards d'euros, on peut mettre sous le tapis finalement la colonisation en Pétaki, le génocide en Palestine, la guerre en Ukraine, les attaques contre les migrants et en fait les attaques contre tous les travailleurs qui font littéralement tourner les JO. L'histoire du sport, en fait, il se fait au 19e. Le sport moderne, il est fin 18e dans les fermes anglaises. Là, on a donc le début de la, c'est un peu le nid de la révolution industrielle. Le capitalisme commence à se diffuser et le sport, il se diffuse dans les colonies britanniques et dans les sociétés industrialisées au 19e. Donc, ce qui correspond à l'Europe continentale et à l'Amérique du Nord. Il connaîtra de nouveaux foyers de diffusion au XXe siècle par les États-Unis d'Amérique et l'Europe occidentale, toujours les pays riches et industrialisés. Le sport d'abord, il est réservé aux hommes riches parce que pour faire du sport, il faut du temps et il faut de l'énergie consacrée. D'abord, ce sont dans les fermes anglaises les gentlemen farmers qui, pour se divertir, vont pousser des animaux entre eux. Et en fait, vont faire par exemple des combats de coq et par la suite, ils vont commencer à utiliser leurs employés de ferme qui vont parfois payer un tout petit peu plus que d'habitude, quoi, qui vont s'affronter entre eux. Ce sera de la boxe, des courses de chevaux. Ces pratiques, elles permettent des victoires symboliques sur les propriétaires adverses. Et dans un même temps, elles permettent le contrôle sur les populations rurales, qui en fait sont diverties directement par des choses créées par des gentlemen farmers. La mise en place de paris sportifs va intégrer la dimension économique dans tout ça. Il y aura un flux d'argent important. Les bookmakers fleurissent, vont monter jusqu'à 20 000 spectateurs pour un match de boxe à cette époque. L'importance des jeux pour certains employés a suivi forte. Les gentlemen farmers commencent à recruter en dehors de leur poste domestique. En fait, il y a un début d'autonomisation des sportifs. C'est vraiment les prémices. En fait, ça annonce la création d'un marché, d'une professionnalisation, de la préparation physique, des rencontres organisées avec plus de régularité, une codification accrue, donc le chronométrage, les tableaux de record, etc. Parce qu'en plus, on est dans l'industrialisation, révolution industrielle, tout ça, donc on a de plus en plus de technologie. Le premier championnat de boxe, il se fait en 1810 en Angleterre, il oppose un blanc et un noir pour le spectacle, hein, évidemment, et il y a 25 000 spectateurs qui font des paris à ce match-là. Les premières fermes institutionnelles, elles apparaissent pour assurer le contrôle des épreuves avec la fondation d'institutions comme le Jockey Club en 1750, le National Swimming Society en 1837 et plein d'autres. Les pratiques deviennent de plus en plus codifiées et institutionnalisées. Il y a des clubs locaux, des fédérations internationales qui sont évidemment pas celles qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est plus ou moins des cellules. Ça donne lieu aussi donc à des compétitions. À ce moment-là, le sport il commence de plus en plus à se différencier des autres pratiques, que ce soit dans la finalité, dans les reconnaissances sociales, parce que c'est quand même une sphère un peu différente. Ensuite, dans les public schools en Grande-Bretagne, là on aura ce qu'on connaît, on aura quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on connaît aujourd'hui. Les public schools, c'est pas du tout des écoles publiques,
En fait, c'est des établissements privés qui accueillent les enfants de la noblesse, de l'aristocratie, des grands propriétaires terriens, par exemple à Rugby, à Winchester, à Charterhouse, etc. Et en fait, ils vont encourager la pratique dans ces écoles-là. Le but, c'est de former des esprits sains dans des corps sains. Les activités, elles sont pratiquées de manière systématique. C'est souvent des jeux traditionnels ou bien de la gymnastique. Et petit à petit, les élèves vont se mettre aussi à en pratiquer entre eux. Donc, par exemple, à pratiquer des sports collectifs comme le rugby. Puis petit à petit, ils vont mettre en place des règles qui donneront le rugby qu'on connaît aujourd'hui, par exemple. Parce que, en esprit sain dans un corps sain, c'est quand même l'image qu'ils souhaitent se donner. Au moment où le soleil ne se couche jamais sur l'empire britannique, on est au 19e, c'est la plus grande colonie, c'est la première puissance du monde. En fait, il faut former des petits futurs soldats, ils ont une bonne forme physique, il faut une bourgeoisie avec une belle tâche. Et de ce fait, l'école rugby, elle va imposer un modèle dans tous les public schools, même s'il y aura encore quelques variations et qu'il n'y aura pas des règles extrêmement codifiées partout, notamment sur le public. En France, le sport il est inventé par les businessmen anglais venus pour faire leurs affaires et leurs loisirs, notamment à travers des établissements scolaires britanniques. Ils pratiquent des sports en club, l'aviron, la course à pied, le tennis, le golf, l'équitation. Des sports qui sont encore connotés aujourd'hui comme pour la plupart. D'ailleurs, ils sont à l'origine des premiers clubs de rugby et de football français. Le Havre Athletic Club, par exemple, en fait, il vient des businessmen anglais qui arrivaient par le Havre. La mode, elle se diffuse dans la jeunesse étudiante bourgeoise, à Paris, mais dans d'autres grandes universitaires, à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse. Et le sport est vanté par cette partie de la société qui arrive à imposer le sport et les bienfaits sur la santé et qui sont appuyés par des travaux scientifiques. Il y a les premiers travaux hygiénistes, etc. La première vague de démocratisation, donc, elle touche la petite bourgeoisie et ensuite elle touchera les milieux ouvriers. Évidemment, la présence des femmes, elle n'est pas du tout tolérée, elle est même interdite et elle est extrêmement peu tolérée, même en tant que spectatrice, parce que les femmes, elles doivent quand même s'occuper des enfants, de la nourriture, faire le ménage et tout ça, quoi. C'est pas un truc pour elles. Et en fait, le sport, c'est quand même un outil de contrôle des corps, de disciplinarisation, de propagande. Et c'est ce pourquoi en France, il y a eu à la fin du 19e des patronages catholiques qui ont été créés. L'idée des patronages catholiques, c'est de préserver la foi des jeunes garçons en leur faisant faire du sport. Mais pourquoi leur faire faire du sport? Paul Michaud, l'unificateur des patronages catholiques de France, nous dit: discipline faite de soumission absolue, d'obéissance immédiate et passive, le gymnaste, comme le bon soldat, ne devant jamais discuter un ordre, de l'exécuter sans rien dire. D'ailleurs, ça vient tout dedans, puisque Pierre de Coubertin, celui qui a fondé les JO modernes, il fait partie de l'aristocratie attachée à la Troisième République. Il va être influencé par les Britanniques et il voit le sport comme un levier de rénovation du système scolaire pour les élites. Son idée des JO dit que ce sera dans un objectif de promouvoir la paix entre les nations et que les rencontres sportives vont pouvoir permettre des liens diplomatiques. En fait, dès leur création, les JO vont être financés par des enjeux nationalistes qui rendent le pacifisme quelque peu secondaire. Mais on parlera des JO plus en détail après. Il y a évidemment un essor dans le milieu ouvrier, mais pour des usages et des buts différents selon qui vient. Les clubs qui ont été fondés par la suite excluaient les ouvriers en fait. L'amateurisme c'était au centre du sport moderne. Ça donnait la possibilité qu'à ceux qui disposaient du temps de les pratiquer. Donc pas les ouvriers, les ouvriers travaillaient 12 heures par jour, ils travaillaient au moins du lundi au samedi. C'est d'ailleurs par la suite, par les luttes des travailleurs qu'on a obtenu ce qu'on appelle la semaine américaine, en gros c'est le fait de s'arrêter le samedi à 14h, qui a d'ailleurs beaucoup participé à l'essor du sport. Donc les ouvriers à l'époque ils n'ont pas le temps. Mais l'amateurisme c'était aussi un moyen pour les bourgeois, les aristotes de se rencontrer, de nouer des liens, de signer des contrats ensemble. Et les classes supérieures, elles ont la main sur le club sportif, avec une promotion de l'éthique, de l'amateurisme, du fair play, du respect des règles, du respect de l'adversaire, du respect des arbitres, toutes ces choses-là. À cette époque, aucun travailleur ne pouvait se payer des congés, ni s'acheter des équipements nécessaires à la pratique de tel ou tel sport. Et un sportif ne pouvait pas être rémunéré parce que sinon il était radié à vie. C'était strictement interdit. Et le début des travailleurs permettent la réduction du temps de travail, permettent la propagation du sport dans le mouvement ouvrier. Le sport, en fait, commence à se professionnaliser de plus en plus. On rembourse les frais sportifs et puis il y a un gros engouement autour de Paris. Il y a d'ailleurs la presse spécialisée qui commence à naître, ou alors ne serait-ce que des petites pages dans les grandes presses bourgeoises. Le hooliganisme, par ailleurs, se développe aussi. Et on a
en France, la Fédération sportive athlétique socialiste, qui a connu d'ailleurs qui voit le jour en 1907, au moment de la politisation de la classe ouvrière, qui revendique à cette époque la journée de 8 heures. La journée de 8 heures, c'est un truc qu'elle a quand même revendiqué depuis des décennies en soi. Le 1er mai, d'ailleurs, à la base, c'est la revendication de 8 heures. Ça date de la fin des années 1880. Ça vient d'une manif qui a dégénéré, disons, à Chicago. Mais du coup, on est toujours sur cette revendication-là. Et la Fédération sportive athlétique socialiste, elle s'empare de ça. Les ouvriers, ils commençaient à former leur propre club, parce qu'ils étaient exclus de ceux des bourgeois, en fait. Mais ça a été impulsé dans différents mouvements socialistes. En Allemagne, le SPD, il impulse, alors pardon pour mon accent allemand, l'Arbeiter Turnen Sportbund, en gros le truc de sport des travailleurs, parce que les travailleurs ils voulaient une alternative socialiste, la gymnastique militaire, au nationalisme, au caractère patronal, à l'obsession vers le corps et des stars du sport. En 1908, la FSAS, la Fédération sportive athlétique socialiste, elle faisait du sport un des enjeux du combat politique. Je cite, nous voulons créer à la portée de la classe ouvrière des centres de distraction qui se développeront à côté du parti et qui seront cependant pour le parti des centres de propagande et de regroupement. Il s'agissait aussi d'éloigner les jeunes de la délinquance, parce que la délinquance elle est quand même due à la misère, à la précarité. C'est aussi un moyen de gagner des personnes, des socialistes, des militants, de s'adapter à ce qui intéresse les ouvriers. Et les jeunes, ils étaient quand même vachement présents, quoi. Ça répondait à la bonne camaraderie, ça unifiait les travailleurs autour des socialistes. D'ailleurs, il était fréquent de distribuer un peu de littérature politique autour des activités sportives. En fait, là, les ouvriers commencent à accéder au sport. C'est un truc vraiment d'élite. Sauf que l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques, l'USFSA, donc pas la version travailleurs socialiste, c'est la première organisation multidisciplinaire qui est créée en 1887 et elle se méfie de la classe ouvrière qui fait du sport et qui pourrait accéder à tout ce dont les élites ont droit en fait. Donc, ils essayent un peu d'imposer leur point de vue, même si cette vision élitiste, elle est quand même de plus en plus remise en question, puisqu'ils ne peuvent pas vraiment stopper la propagation du sport. Du côté du premier été ouvrier au monde, en fait, dès la fin de la guerre civile, l'URSS crée successivement l'Internationale rouge sportive, l'IRS en 1921, et le Conseil suprême de la culture physique en 1923. L'URSS, déjà bureaucratisée, utilise le sport comme outil de propagande à l'intérieur de ses frontières, mais aussi au-delà. Il y a les Spartakiades qui ont été créés. En gros, c'est des JO, mais directement en opposition aux Jeux Olympiques, quoi. Spartakiade, ça vient de la Ligue spartakiste Rosa Luxembourg-Carrie Knecht, et ça vient lui-même de Spartacus, qui est un chef rebelle esclave. Et au niveau purement national en URSS, on a par exemple des clubs de foot qui sont créés directement par la bureaucratie. On a le Lokomotiv Moscou qui est relié au ministère des Transports, le Dynamo de Moscou qui est relié au ministère de l'Intérieur. Bon, évidemment, l'URSS est fini par prendre part au jeu après la Seconde Guerre mondiale. Donc les Spartakiades seront petit à petit abandonnés, même s'il y en a eu quelques-unes. Moscou en 1928, Berlin en 1931 et puis Paris en 1934. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on observe une séparation entre bourgeois et travailleurs. Le golf, le polo, les sports d'hiver, tout ça, c'est des choses auxquelles les travailleurs n'ont pas accès. Enfin, il y a des licences de golf qui coûtent des milliers et des milliers d'euros à l'année. Les sports d'hiver, il faut pouvoir y mettre le prix, comme il faut pouvoir aller au ski ou bien avoir un petit chalet à Courchevel de côté, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. Mais le sport, c'est aussi utilisé comme un mythe de méritocratie. Dans le football Ombre et Lumière, Eduardo Galeano, en 1995, en 1921, la Coupe d'Amérique devait se disputer à Buenos Aires. Le président du Brésil, Epitácio Pessoa, formula alors un décret de blancheur. Il interdit de sélectionner des joueurs à la police pour des raisons de prestige patriotique. Sur les trois parties qu'elle voit, la sélection blanche ont perdu. Sur les trois parties, qu'elle voit, la sélection blanche ont perdu. Par la suite, en dépit des maîtres du pouvoir et non grâce à eux, les choses changèrent peu à peu. Finalement, avec le temps, ce football mutilé par le racisme put se révéler dans toute la plénitude de ses différentes couleurs. Et après tant d'années, il est aisé de se rendre compte que les meilleurs joueurs de l'histoire du Brésil ont été des Noirs ou des mulâtres. De Romario en passant par Domingos Davila, Leonidas, Zizinho, Garrincha, Didi, Pelé. Aujourd'hui, on peut rajouter Neymar, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé. On peut rajouter tout un tas. Zidane, qui n'est pas noir mais qui est d'origine maghrébine, même Lilian Thuram. Voilà, on peut en rajouter vraiment beaucoup.
tous venaient de la pauvreté, et certains y retournaient. En revanche, il n'y a jamais eu de noirs ni de mulâtres parmi les champions automobiles du Brésil. Encore une fois, donc, pour la séparation de classe, comme le tennis, le sport des circuits exige de l'argent. Dans la pyramide sociale du monde, les noirs sont en bas, les blancs en haut. Au Brésil, on appelle ça démocratie raciale. Et la vérité est que le football offre, dans des rares espaces, plus ou moins démocratiques, où les gens un peu sombres puissent rivaliser sur un pied d'égalité. Et c'est même jusqu'à un certain point, car au football aussi, certains sont plus égaux que d'autres. Même s'ils ont les mêmes droits, les joueurs qui viennent de la faim, le joueur qui vient de la faim et la tête bien nourrie ne joue pas dans les mêmes conditions. Les enfants, l'enfant pauvre, généralement noir ou mulâtre, qui n'a pas d'autre jouet que le ballon, trouve dans le football une possibilité d'ascension sociale. Le ballon rond est la seule baguette magique à laquelle il puisse croire. Il lui donnera peut-être de quoi manger, peut-être fera-t-elle de lui un héros, peut-être un dieu. Parce que oui, en fait, la bourgeoisie, elle sert du sport pour faire croire que tout le monde peut devenir des Maradona, des Mbappé, des Pelé, partir de rien et devenir un self-made man. En fait, ils alimentent le mythe du prodige. Parce que beaucoup de sportifs professionnels, et c'est vrai, viennent des milieux les plus précaires. Mais si ces sportifs font partie d'une minorité de ceux qui ont réussi, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Rien qu'au football, qui est quand même un sport qui brasse énormément d'argent. On sait qu'il y a beaucoup de talents. Les centres de formation en Europe de rien qu'en Europe de l'Ouest cumulent de talents. Pourtant, une petite minorité seulement deviendra une vraie star du ballon de football. Et ce même en ce qui concerne l'élite de ce centre de formation, donc l'élite la plus talentueuse de l'élite la plus talentueuse. Par exemple, sur l'équipe de France Sport 2014, il y a un seul nom qui est vraiment connu du grand public aujourd'hui, c'est Adrien Rabiot. Alors c'est vrai que le reste, ils ont quand même fait des carrières professionnelles, mais ils ne sont pas champions du monde, ils n'ont pas fait de grands résultats en championnat ou même du monde ou en Europe. Bon, évidemment, ça varie selon les années. En 2012, par exemple, on a droit à Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Djibril Cissé, Wissam Ben Yedder, Alexandre Lacazette. Certains sont champions du monde. Mais en fait, c'est quand même une minorité. Et puis, il faut quand même noter que en fait, la majorité des sportifs professionnels sont payés au SMIC. Le salaire à l'INSEP, on reviendra dessus un peu plus tard, en fait, c'est un SMIC. C'est rien de faramineux. Le sport, en fait, c'est aussi un outil nationaliste. C'est une vitrine, c'est un cache-misère. C'est un reflet des tensions et des rivalités à travers le monde. En 1980, il y a les Jeux Olympiques qui ont lieu à Moscou. On est encore en pleine guerre froide. Et en fait, plusieurs délégations ont boycotté ces Jeux sous l'impulsion des USA parce que l'URSS avait envahi l'Afghanistan. Depuis le début de la guerre en Ukraine, là on constate en fait que la Russie allait exclure des compétitions internationales. Mais bon, Macron, il est hors de question d'exclure Israël. Il ajoute que la politique n'a pas sa place dans le sport, que les sportifs seraient vecteurs de paix, et surtout qu'Israël n'est pas un agresseur, donc bon, c'est quand même à géométrie variable. Mais c'est aussi le reflet de la richesse des États et de leur impérialisme, parce que le sport, ça apporte quand même de la lumière sur un État. Certains pays soumis à l'impérialisme font le pari de se spécialiser dans un sport. Dans l'espoir de rivaliser avec donc, les grands pays, les pays les plus riches, les pays impérialistes. Le sport, c'est une vraie mine économique, même si on reviendra dessus un peu plus tard. Par exemple, l'Éthiopie et le Kenya spécialisent dans le demi-fond. La Jamaïque, c'est l'athlétisme, le Brésil, c'est le football. Et avec ça, ils mettent de la lumière sur un pays et peut-être qu'un jour, qui sait, grâce aux sponsors, grâce à toute l'économie qui est attirée vers eux, ils rivaliseront avec d'autres pays impérialistes. Et d'ailleurs, l'organisation d'une grande compétition aussi, elle participe au rayonnement du pays. Pour faire bonne figure, il faut montrer la beauté du pays. Ici, par exemple, en 2024, on vire des SDF, on les envoie à Orléans, en quart, comme ça. Lors des JO de Pékin en 2008, on détruit des vieux quartiers, jugeant qu'ils ne représentent pas suffisamment la Chine moderne. Les habitants ont dû se reloger parfois à des dizaines de kilomètres, s'éloigner encore de leur lieu de travail, etc. On voit bien l'hypocrisie des pays organisateurs comme la France, la Chine, mais aussi le Japon, le Brésil, en fait, qui repoussent les pauvres toujours un peu plus loin, qui organisent de grandes compétitions avec plusieurs milliards de dollars de coûts pour mettre plein la vue, attirer les touristes, les consommateurs, mais en fait, qui sont incapables de résoudre la misère, plutôt qu'ils ne veulent pas parce qu'on est société capitaliste, quoi. Mais en fait, les grandes compétitions, elles se font aussi en dépit du climat. Les JO d'hiver de Sochi en 2014, elles ont lieu dans une ville au climat méditerranéen. Donc pour les JO d'hiver, il faut des pistes de ski, des montagnes, de la neige, quoi. Pour ce Pékin en 2022, le recours à la neige artificielle, il est hyper important. En fait, il y a même des fausses pistes de ski qui ont été créées de toutes pièces au beau milieu de zones industrielles. Je vous invite à aller voir les photos sur internet, c'est assez délirant en fait. On voit des usines un peu partout, puis des pistes de ski et des sportifs qui font ce qu'ils ont à faire, quoi. C'est assez marrant, mais il y a aussi évidemment l'exemple
de la Coupe du Monde au Qatar. C'est une vraie aberration. Normalement, la Coupe du Monde, ça vient d'été. Là, on l'avait décalé en hiver, en décembre, parce qu'il fait beaucoup trop chaud au Qatar en été. En fait, on avait même fait des stades climatisés. C'est dire un peu l'aberration. Et puis, au-delà du fait que ce soit une vitrine, ça fédère les peuples. Derrière un drapeau, derrière un idéal. Le sport et l'armée, historiquement, ils sont liés. En France, en Allemagne, à la fin du 19e, on encourage la pratique de la gymnastique dans le but de prôner les valeurs traditionnelles nationalistes. Je rappelle que 1870-1871, c'est la guerre franco-prussienne, où il y a des grosses tensions. La gymnastique, elle était militaire. Elle avait pour but de former des futurs soldats en bonne condition physique. Et d'ailleurs, c'est l'Union des sociétés de gymnastique de France qui va populariser ce sport dans tout le pays. Et cette discipline, du coup, à cette époque-là, est vraiment réactionnaire, nationaliste. Sa devise, c'est patrie, courage, moralité. L'USGF est d'ailleurs lié au ministère de la Guerre, directement. Et on voit d'ailleurs encore l'aspect militaire dans certains sports, le biathlon, le tir, l'escrime. Dans l'organisation de grandes compétitions, chacun veut montrer qu'il sait faire, qu'il est puissant. Alors tout le monde derrière son drapeau national, main sur le cœur, un champion libre, notre chère mère patrie, en espérant que nos sportifs gagnent. D'ailleurs, nos dirigeants aussi espèrent que nos sportifs vont décrocher plus de médailles possibles. Macron, après les JO de Tokyo, il avait invité nos compatriotes médaillés pour leur dire qu'il allait falloir décrocher encore plus de médailles en 2024. Là où les sportifs à l'époque avaient dénoncé en fait un manque d'infrastructures, un manque d'accès au sport, etc. Mais certains événements, c'est l'occasion de nous vendre un idéal. En 98, on nous a vendu l'idéal black, blanc, beurre, tous unis, pas de problème, tous ces trucs-là, quoi. En fait, ils utilisent le sport comme un instrument de la paix sociale. Quand tout le monde est devant la Coupe du Monde, ils peuvent faire passer à peu près les voix qu'ils veulent, personne ne s'en soucie, puisque on est en finale de la Coupe du Monde, les gars, Mbappé, il va marquer un triplé, quoi. Dinguerie. Les athlètes, d'ailleurs, ils sont vus comme des héros, ils sont adulés, quoi. Zidane, Maradona, Platini, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, c'est quand même un peu des héros aux yeux de tout un tas de petits-enfants et même de grands-enfants. Mais bon, le sport, il sert quand même à l'expression des opprimés et des exploités. Même s'ils refusent d'être politiques, en fait. Les gens refusent que le sport soit politique. En fait, il l'est. Il l'est, mais dans leur intérêt à eux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va sanctionner, radier tous les agitateurs. Il y a par exemple l'exemple de Mohamed Ali. Mohamed Ali s'était positionné contre la guerre au Vietnam. Il raconte aussi qu'en fait, après être revenu des JO, donc c'était pendant la ségrégation raciale aux États-Unis, après être revenu des Jeux Olympiques où il avait gagné une médaille, il a voulu entrer dans un bar, on lui a dit bah non mec, t'es noir. Il a jeté sa médaille dans le fleuve d'Ohio, dans la rivière d'Ohio. Et puis en fait, il s'est dit non, c'est bon en fait. Après ça, donc, il a refusé de participer à la guerre au Vietnam, il y a eu des problèmes, mais il y a aussi l'exemple des JO d'été de Mexico. En fait, en 1968, Tommy Smith et John Carlos sont premier et troisième d'une épreuve d'athlétisme. Et en fait, ils montent sur le podium sans chaussures pour représenter la misère des Afro-Américains en disant, mais en fait, il y a tout un tas de nos copains qui n'ont pas les moyens de s'acheter une paire, quoi. Et John Carlos, qui est le troisième, il ouvre la fermeture éclair de sa veste en hommage aux travailleurs qui, dès qu'ils rentrent chez eux, enlèvent leur bleu de travail. Il porte un collier en hommage à, je cite, ces personnes qui ont été lynchées ou assassinées et pour lesquelles personne n'a dit une prière, qui ont été pendues, plongées dans du goudron, et pour celles qui ont été jetées des bateaux lors du passage du Nil. Les deux athlètes lèvent le poing en l'air pendant l'hymne américain. Donc symbole, alors eux ils disent que c'est pas le symbole des Black Panthers, ils l'ont dit un peu après, mais en tout cas symbole quand même des droits civiques et de la lutte des Noirs américains. Il porte d'ailleurs un badge qui est le Olympic Project for Human Rights, le projet olympique pour les droits humains, qui est en fait en opposition à la ségrégation raciale. Et en fait, le médaillé d'argent australien, Peter Norman, il porte aussi ce badge. Carlos et Smith, donc les deux athlètes afro-américains, ils ont été bannis à vie par le comité olympique, même après que la ségrégation raciale ait été arrêtée. Norman, lui, qui est un Australien blanc, a reçu un avertissement avant un ostracisme total par sa fédération. Donc oui, il a quand même eu des sanctions, même si elles sont un peu moindres. Mais il y a d'autres protestations politiques dans le sport faites directement par les sportifs. En 1967, il y a l'exemple de Catherine Switzer, qui est la première femme à courir un marathon. C'était interdit pour les femmes à l'époque, et on a l'organisateur du marathon de Boston, mais en fait, qui a tenté de lui arracher son dossard. En fait, quand elle a fini ce marathon, elle est rentrée chez elle et elle a vu qu'elle était à la une de plein de journaux. C'est la fameuse photo où il tente de lui arracher son dossard. Mais plus récemment encore, en 2016, il y a un quarterback américain qui s'appelle Colin Kaepernick. Il y a une série Netflix sur lui que je vous conseille de regarder d'ailleurs. Il s'agenouille devant l'hymne américain. C'est un symbole du mouvement des droits civiques. C'était Martin Luther King qui l'avait fait en premier.
c'est donc devenu aussi un symbole de Black Lives Matter. Trump et ses partisans le prennent à partie, c'est en fait en pleine campagne, et après ça, il n'a jamais vraiment retrouvé de blâme, en fait, il a totalement été ostracisé. Mais en fait, c'est pas que du soft power, c'est pas comme on l'appelle, mais d'ailleurs, le soft power, c'est aussi économique. En fait, il y a des entreprises dans ce sport. On connaîtra les retombées économiques qu'après qu'ils aient eu lieu. Et on sait que les JO de Londres, de Rio, la Coupe du Monde au Brésil ont rapporté plus que ce qu'ils ont coûté. D'ailleurs, dans toute l'histoire des Jeux Olympiques, aucun JO n'a été déficitaire, sauf ceux de Barcelone et ceux des JO de Tokyo, que j'ai d'ailleurs très peu pris en exemple puisqu'ils ont eu lieu pendant le Covid. Et même si c'est difficile de connaître les retombées économiques exactes, parce qu'en fait, il y a très peu de transparence et on sait que les retombées, elles sont pas seulement en fait, on peut calculer les retombées qui sont dues aux touristes qui sont là sur le moment même, mais comment est-ce qu'on calcule vraiment les retombées dues aux investissements, etc., aux contrats de sponsoring, ça c'est plus compliqué, donc en fait, il y a tout un tas de décomptes. En tout cas, on sait que c'est bénéficiaire et pas déficitaire. Mais ouais, en fait, les contrats de sponsoring et de publicité, c'est des sommes faramineuses. Nike paye entre 40 et 50 millions d'euros par an pour être le sponsor de l'équipe de France de football. Donc pour juste fournir des maillots à une équipe de sport. Et pour diffuser à la télé une publicité de 30 secondes pendant la finale de la Coupe du Monde, 30 secondes, il faut compter 380 000 euros, ce qui revient très cher. Parce que, oui, c'est surtout de l'économie, en fait, c'est l'État et la société de livraison des ouvrages olympiques, Solideo, qui s'occupe de la construction des infrastructures sportives à hauteur d'un peu plus de 2 milliards d'euros. Des fonds privés dont il est parfois difficile de connaître l'origine et dont l'État est parfois investisseur. D'ailleurs, il est investisseur à peu près de moitié de Solideo, finance aussi. Les grandes entreprises n'investissent pas à la hauteur de leurs bénéfices. Coca-Cola fait 2 milliards de bénéfices annuels en 2022. Et dans les JO, son sponsor officiel, ils n'investissent que 2 millions, ce qui est en fait très peu par rapport aux 2 milliards. Les grandes entreprises, elles sont les premières à profiter des infrastructures. Et c'est pas évident avec les publicités qui inondent les stades, nos télés. Les profits ne se manifestent pas toujours dans l'immédiat. Mais pourtant, leurs bénéfices, ils sont absolument monstrueux. Et s'ils se tirent dessus pour être les sponsors des Jeux Olympiques ou pour avoir des publicités, c'est bien que ça rapporte. Par exemple, c'est une entreprise nommée Gymnova qui fournit les équipements des Jeux de Rio notamment. Elle l'a fait suite à un appel d'offres alors qu'elle était une toute petite entreprise marseillaise. Elle fournit les poutres, les tapis, etc. Et aujourd'hui, en fait, elle exporte plus de 65% de sa production. Il y a aussi plein de startups qui se connaissent dans le but de décrocher de nouveaux marchés. Cette année, plusieurs d'entre elles vont tenter de s'exporter. C'est vraiment l'occasion. Stadium Go, c'est une application de covoiturage pour les grands événements sportifs qui essaie de se faire connaître. Ou encore Wintix qui développe un logiciel de vidéosurveillance sur la gestion des flux. Les entreprises font connaître, elles conquièrent de nouveaux marchés, mais en fait, surtout, certaines assoient leur légitimité. Coca-Cola, c'est aussi pour ça qu'ils le font, quoi. Canon, ASICS, c'est la même chose. Ils sont là pour gagner encore en notoriété. Et en fait, certaines sont très malines et peuvent gagner de nouveaux clients de manière assez fou. Visa, par exemple. Visa, c'est le partenaire officiel. Si vous avez une carte American Express ou Mastercard que vous allez aux Jeux Olympiques, vous ne pouvez rien acheter en fait. Vous ne pouvez pas manger sur place, vous ne pouvez pas acheter de souvenirs ou aux caisses. Mais par contre, pas de panique. Il y a un petit stand de Visa qui vous permet d'acheter une visa éphémère, de la recharger pour pouvoir consommer sur les lieux. Là, pour le budget des Jeux Olympiques, il y a un budget prévisionnel de 8,87 milliards d'euros. L'État finance au moins 2 milliards, sachant qu'il est investisseur de fonds privés un peu sombres. On sait qu'ils financent plus, donc ils financent les infrastructures, mais derrière, c'est quand même les sociétés capitalistes qui récupèrent l'argent, quoi. Parce que l'État, finalement, c'est les impôts, c'est notamment la TVA qu'on paye, etc. Bien sûr, l'exploitation, elle est présente au sein de ces grandes compétitions. Il faut faire plus de profit et encore plus de profit. Il y a le bénévolat qu'on a évoqué, mais il y a aussi le recours aux travailleurs immigrés pour construire des infrastructures. La Coupe du Monde 2022 qui a eu lieu au Qatar, en fait, elle a beaucoup profité de ces travailleurs immigrés. Mais en fait, c'était plus que de l'exploitation, c'était presque de l'esclavage. C'est d'ailleurs ce que dénoncent certaines ONG comme Human Rights Watch ou bien Amnesty International. On estime leur nombre à 30 000, même s'il est très difficile de l'estimer. Leur logement est insalubre, leurs conditions sont affreuses, leur salaire misérable. Selon certaines ONG, en fait, leur salaire n'était même pas suffisant pour reproduire leur force de travail de manière suffisante. Évidemment, on leur volait leur passeport et leur papier d'identité quand ils arrivaient au Qatar. Le pays déclare qu'entre 2014 et 2020, 414 travailleurs ont perdu la vie.
maintenant, le média britannique The Guardian estime le nombre à 6500. 6500 ou 414, c'est déjà trop. Et ce recours aux travailleurs sans papier, plus les exploiter, parce que oui, c'est plus facile d'exploiter quelqu'un qui est arrivé dans un pays sans forcément parler la langue, qui n'a pas de repères, qui en plus n'a pas de droit puisqu'il est sans papier, quoi. Et ben en fait, il a lieu aussi à Paris. En décembre dernier, il y a une centaine de travailleurs sans papier qui se sont mis en grève pour occuper le chantier de l'Arena, un site olympique situé à Porte de la Chapelle. Leur slogan c'était « Pas de papier, pas de JO ». On sait que depuis 2022, l'unité régionale reliée au ministère du Travail a examiné la situation des ouvriers des chantiers des JO. En mars 2022, à Saint-Denis, on a compté une dizaine de travailleurs sans papier, ce qui fait en fait un travailleur sur 6 sur ce chantier, qui est quand même assez massif. Mais bon, puisqu'il y a, dans le BTP, c'est très courant, puisqu'il y a des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, c'est assez facile de trouver des combines. Mais en fait, il n'y a pas que les grandes entreprises, les publicités et les sponsorings. En fait, les sportifs de haut niveau, ils sont aussi utilisés pour leur profit. Certains sportifs touchent des sommes faramineuses, mais c'est en dépit de leur santé. En France, pour devenir sportif de haut niveau, il faut presque obligatoirement passer par l'INSEP. C'est un centre complètement isolé qui est au beau milieu du bois de Vincennes. Vous devinez l'ambiance qui y règne. Les chercheurs qualifient ce centre comme une secte parce que tout tourne autour du sport. Les sportifs sont reclus dans leur chambre, dans leur centre d'entraînement ou à la cantine et n'ont pas beaucoup de lien avec l'extérieur. On mange sport, on dort sport, on vit sport, on fait tout sport, on étudie sport. On ne fait que ça. Et les effets du capitalisme sur les sportifs de haut niveau, ils sont bien connus. Un bon nombre de sportifs professionnels célèbres sont passés par des épisodes anxio-dépressifs. Naomi Osaka, grande championne du tennis, Thierry Henry, footballeur, Simone Biles, je ne sais pas combien de fois médaillée championnat du monde de gymnastique, mais voilà, une des plus grandes championnes vraiment. Ou Nadia Comaneci, une grande gymnaste de l'époque de la Roumanie sous Ceausescu, sont tous passés par des épisodes anxieux, dépressifs, dus au stress pendant les compétitions, mais en fait aussi dû à des méthodes d'entraînement maltraitantes. Le stress pendant les compétitions, c'est quand même match toutes les semaines, une préparation de grandes compétitions qui sont extrêmement compliquées, les JO, les championnats du monde. Et les méthodes d'entraînement maltraitantes, par exemple l'exemple de Bella Caroli. Bella Caroli, c'était le coach de Nadia Comaneci. Et en fait, il est connu pour ses méthodes d'entraînement extrêmement maltraitantes. C'est-à-dire qu'il affame les sportives, il fait tout pour retarder leur puberté, il les traite évidemment de grosses vaches, de ceci et de cela, parfois même il les tape. C'est des exemples assez fréquents, notamment dans le monde de la gymnastique, même si ça existe dans d'autres sports. Bella Caroli, en fait, il est ensuite devenu coach de l'équipe américaine, parce qu'il fallait absolument que les États-Unis rattrapent leur retard sur les pays de l'Est, parce que la Roumanie, l'URSS réussissaient à avoir des médailles, mais pas eux. Donc ils ont appelé Bella Caroli en renfort, qui a mis en place toutes ces méthodes. Bella Caroli, on sait aujourd'hui qu'il a couvert l'affaire Larry Nassar. L'affaire Larry Nassar, en fait, c'est un médecin d'équipe de gymnastique américaine, en gros de 88 à 2014, une très longue période, qui a été condamné en 2017 à de la prison pour abus sexuels sur mineurs et pornographie infantile, donc évidemment sur les gymnastes. L'affaire la plus ancienne, elle remonte à 92, c'est quand même super vieux et on peut se demander combien de gens de la fédération en fait étaient au courant. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, même si les langues se délient un peu. En France, on a eu l'affaire Abitbol, qui est une patineuse artistique qui a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Un silence, où elle parle des abus qu'elle a subis par son coach. Mais en fait, ça touche, au-delà de toucher la santé mentale, ça touche vraiment la santé physique. Les technologies de dopage, on sait qu'elles sont en avance sur les méthodes de contrôle. Le dopage, il est omniprésent dans le sport. Certaines affaires éclatent quand même. Récemment, on a un coureur kenyan qui s'appelle Ronex Kipruto qui a été condamné à 6 ans de suspension de dopage. Paul Pogba aussi a été condamné à 4 ans de suspension il n'y a pas très longtemps. Mais il y a une affaire extrêmement connue qui s'appelle, c'est l'affaire Lance Armstrong. Lance Armstrong dans le cyclisme, en fait, gagne 7 Tours de France. C'est la compétition de cyclisme la plus prestigieuse. Sachant qu'il revenait d'un cancer des testicules. Donc le mec, un peu scénario de film américain, il revient de son cancer des testicules et bam, il réussit à gagner 7 Tours de France à la sueur de son front. Mais en fait, Armstrong, tout le monde savait qu'il était dopé. Il n'y avait juste pas les preuves pour le condamner. En fait, on le savait parce qu'il y a des images de lui où il est dans les Alpes, il monte vraiment des cols, vraiment des cols hyper raides des Alpes, quoi. Je pense que vous avez déjà vu les images et en fait, il est dans les montées et il va tellement vite qu'il doit freiner. Parce que sinon, il ne pourra pas engager de virage ou de caisse, quoi.
Donc c'est après une longue enquête, notamment faite par l'équipe, on a réussi à prouver que Lance Armstrong il se dopait sur des méthodes qui étaient vraiment en avance par rapport à son temps. Par exemple, il allait faire des petites cures à la montagne pour faire monter son taux d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le taux d'oxygène dans le sang, donc qui sert beaucoup à la respiration au cardio. Et ensuite, pendant le Tour de France, en fait, il stockait ce sang-là, il faisait tirer du sang qu'il stockait, et pendant le Tour de France, il se le faisait réinjecter. Et d'ailleurs, spoiler, son cancer des testicules, il est dû au dopage qu'il avait. En fait, il se dopait avant d'avoir son cancer et de gagner les 7 Tours de France. Il est dû à un produit qui s'appelle le PO, qui augmente aussi le taux d'oxygène dans le sang. Peu importe ce qu'on pense personnellement de Lance Armstrong, honnêtement, c'était une belle ordure. Il y a 2 films documentaires, enfin un film documentaire et un film un peu biopic qui parle de lui, que je vous conseille de regarder. Vraiment, c'était une ordure qui foutait la pression à tout le monde, qui détruisait la vie des gens pour conserver son secret. Lui-même ne savait pas conserver, puisque quand il a été accusé de dopage par un de ses collègues cyclistes, le lendemain, lui a fait un doigt d'honneur avant de le doubler, quoi. Donc un peu très mégalo. Donc peu importe ce qu'on en pense, en fait, son corps il a été utilisé pour les sponsors. Et en fait, même s'il a touché de belles sommes, le capitalisme il a touché toujours plus, quoi. Et puis d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans les films, mais en fait, avant qu'il commence à se doper, c'était un très bon cycliste qui faisait des compétitions internationales, etc. Et en fait, il s'est retrouvé lors d'une compétition à se rendre compte que tout le monde se dopait. Donc il s'est dit, bon, pour tenir le coup, je vais devoir me doper aussi, quoi. Donc c'est comme ça qu'on use du sport, les sportifs. Mais de quelques sportifs, en fait, puisque la majorité, en fait, ils touchent un salaire médian ou le SMIC, certains même beaucoup moins que le SMIC, quoi. Mais il y a aussi leur notoriété, qui est utilisée pour les profits. La Coupe du Monde au Qatar, ça fait une grosse polémique, que ce soit au moment de la Coupe du Monde, ou même au moment où on commençait à parler de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un grand sportif très reconnu, qui a touché 11 millions d'euros pour promouvoir la Coupe du Monde au Qatar, et en fait, c'est Zidane. Voilà. On peut aussi parler de la relation entre Kylian Mbappé et Macron. Kylian Mbappé, il a invité Macron à son pot de départ du PSG récemment. Et évidemment, le sport, puisque c'est le reflet de la société, il y a le contrôle du corps de la femme. Ça se manifeste, par exemple, lorsque Serena Williams elle est critiquée pour ses habits ou parce qu'elle est jugée trop grosse ou pas. Serena Williams, c'est des plus grands sportifs de tous les temps. On peut pas dire grand chose pour la critiquer, en tout cas de manière sportive. Mais en fait, c'est pire encore dans notre domaine. Par exemple, en 2021, vous en avez peut-être entendu parler, il y a l'équipe norvégienne de beach handball qui s'est vue sanctionnée pour avoir porté un short plutôt que des bikinis hyper échancrés lors d'un match. Ils ont été sanctionnés par la fédération, elles ont été sanctionnées financièrement et ensuite on a essayé de les forcer à reporter des bikinis, quoi. En fait, même si on essaye de mettre en place des choses, comme par exemple dans le tennis, on a dit aux femmes, bon, vous pouvez porter des shorts si vous voulez, hein. En fait, c'est pas suffisant, quoi. Et puis la loi du vol, qui est due à la patineuse artistique qui avait dénoncé son coach, qui en gros est là dans le but de protéger les mineurs. En gros, c'est un truc qui aurait dû être fait il y a un siècle, hein. Parce qu'en fait, c'est juste vérifier les casiers judiciaires des bénévoles dans les associations sportives, c'est quand même la moindre des choses. Elle n'est pas suffisante, puisqu'on sait qu'en fait la majorité des gens ne se sentent pas de parler, ne sont pas suffisamment en confiance, n'ont pas des sphères de confiance. Quand on est à l'INSEP et qu'on est entouré sportif, qu'on nous dit matin, midi, soir que pour réussir, en fait il faut être discipliné, il faut s'entraîner du mieux possible. Donc forcément on n'a pas envie de dénoncer son coach qui nous maltraite ou qu'on le caisse, quoi. Puis de toute manière, bon, les violences sexuelles et la marchandisation du corps, c'est quand même inhérent au patriarcat, c'est inhérent à la société capitaliste. Bon, nous, les communistes, qu'est-ce qu'on en pense du sport? En fait, on n'est pas contre sa pratique. D'ailleurs, au contraire, c'est bon pour la santé. Maintenant, le sport à outrance qui est utilisé par les capitalistes, l'institutionnalisation du sport et tout le business qui est fait autour du sport, évidemment qu'on est contre. On est contre tous les profits qui sont faits, on est contre toute l'exploitation. Et en fait, on dénonce aussi que le sport à haut niveau, c'est pas bon pour la santé, quoi. Mais y compris sans trop se doper, Pelé, par exemple, sur les 10 dernières années de sa vie, il ne pouvait pas sortir de son fauteuil roulant, tant il l'avait donné sur le terrain. On est contre l'instrument du sport, en tant qu'instrument du nationalisme, on est contre l'exaltation de la surperformance physique par rapport aux autres. On est pour encourager les gens à faire du sport, à être en bonne santé, mais évidemment, on s'oppose à la société capitaliste, donc à toute l'instrumentalisation du sport par les gros bourgeois. Merci.